Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes ensemble pour le dernier journal de la semaine. Et voici tout de suite les titres de ce vendredi 25 septembre. Un contrôle pour un territoire plus propre, c'était l'objectif des gendarmes et personnels de l'État mobilisés cette semaine au péage de Nangy en Haute-Savoie. Ils ont notamment vérifié le dispositif AD-Blue des poids lourds. Précision à suivre. 3,25 m, c'est la largeur du passage qui devrait être libre d'accès tout autour des lacs situés sur le domaine public. Pourtant, bien souvent, cette distance n'est pas respectée. Les Amis de la Terre ont manifesté cette semaine à Angon. Reportage à suivre. La Savoie passe en zone d'alerte. Mercredi soir, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a fait un nouveau point sur la progression de l'épidémie en France. Vigilance, alerte, alerte renforcée ou alerte maximale, ce sont les 4 niveaux de classification des départements français. Le taux d'incidence qui correspond au nombre de cas positifs ramenés à 100 000 habitants sur 7 jours est un des indicateurs. S'il est supérieur à 50, il peut faire basculer un département en zone de circulation active. En Savoie, ce taux d'incidence est actuellement de 62,2. Les rassemblements seront donc limités à 30 personnes dès lundi dans le département. Le préfet pourra par ailleurs prendre de nouvelles mesures de restriction. Et dans ce contexte incertain, les annulations d'événements se multiplient. En Haute-Savoie, Roche Expo a annoncé que son salon Mieux Vivre Expo n'aura pas lieu cet automne. Le CIMODEC, le salon international de la machine-outil de décolletage, devait se tenir, lui, du 24 au 27 novembre au parc des expositions de La Roche-sur-Foron. Il est également annulé. L'AD-Blue est un liquide qui permet de transformer 85% des polluants de nos véhicules en vapeur d'eau ou en azote inoffensif. Tous les camions neufs construits à partir d'octobre 2006 sont équipés de ce système, mais il peut y avoir des fraudes. Dans le cadre de l'opération Territoire propre, les gendarmes de Haute-Savoie ont réalisé un contrôle au péage de Nangy cette semaine. Jean-Paul Crespi était sur place, reportage. Mobilisés au péage de Nangy, les gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière, en coordination avec les services de la DRIL, ont effectué des contrôles ciblés sur des poids lourds pour détecter entre autres les véhicules et chauffeurs en infraction et les fraudes au système AdBlue. Un procédé relativement simple qui, en injectant de l'eau déminéralisée et de l'urée au gaz d'échappement, réduit de 85% les émissions d'oxyde d'azote, polluant principal de l'atmosphère, en les transformant en produits inoffensifs. Malgré une législation stricte depuis 2006, certains poids lourds neutralisent ce dispositif pour parfois dépasser la norme de plus de 22 fois. Les fraudes existent toujours. Il faut reconnaître que dans l'ensemble, la majorité des transporteurs routiers respectent les règles. Sont en jeu quand même des intérêts économiques très, très importants, des intérêts économiques mais aussi des intérêts écologiques très importants. Et les sanctions en cas de fraude sont vraiment très lourdes, soit en matière de coordination des transports, soit en matière notamment de fraude à l'AD-Blue, avec des amendes. Déjà ça constitue un délit, mais avec des amendes qui peuvent aller jusqu'à 7 500, voire pour certains délits jusqu'à 30 000 € d'amende. Tablette numérique en main, le contrôleur de la DRIL visualise les données enregistrées par les boîtiers électroniques du poids lourd à la recherche des codes d'erreur, lui permettant de suspecter une fraude au système antipollution. Pour l'instant, les véhicules récents n'ont pas trop de problèmes au dispositif antipollution. Par contre, les véhicules anciens sont plus à même d'avoir des problèmes, voire de frauder pour éviter les réparations. Ça doit représenter quelque chose comme 10%. Ça pouvait être le double. Il y a quelques années, c'était plutôt 20%. Et elle tend à se réduire de par nos actions et de par l'évolution des véhicules également. Ce sont vraiment des enjeux majeurs. On essaye de contrôler, dans des camions, on en contrôle tous les jours. Les fraudes à l'AD-Blue sont certes relativement rares parce que les sanctions sont très très lourdes, mais elles existent toujours. Donc tant qu'elles existeront, on continuera d'être sur le terrain. Mené dans le cadre de l'opération Territoire propre, ce contrôle autoroutier a mobilisé plus de 40 gendarmes et personnels de l'État. D'autres opérations ont également eu lieu sur le département pour lutter contre les atteintes à l'environnement et le trafic des déchets. En vallée de l'Arve, cette mobilisation a pris un caractère plus singulier, la vallée étant régulièrement soumise à des épisodes de pollution atmosphérique majeure.
L'association La Cause des femmes se bat, comme son nom l'indique, pour le droit des femmes. Elle organise différents événements pour médiatiser ce combat. Ce week-end se tient son 4e festival à Gaillard. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Jacques Debuire, coprésident de l'association. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors le festival débute ce soir. Quel est le programme de cette première soirée ? Alors ça va vous toucher parce qu'il s'agit de Silence Radio, c'est un film d'une réalisatrice qui sera présente, qui s'appelle Juliana Fanjoul. Bon, le film sera suivi d'un débat avec un jeu de questions-réponses avec la salle que nous espérons fournie. Un des grands temps forts de ce week-end, c'est le concours de plaidoirie samedi. Comment ce concours met-il en lumière votre combat pour le droit des femmes ? Alors, cette année, nous avons essentiellement travaillé sur les harcèlements. On a fait une journée d'études avec monsieur le préfet à Annecy-le-Vieux au mois de mars. Et le concours tourne autour du harcèlement. Le thème sera traité par 3 couples de jeunes qui vont plaider soit pour, soit contre les raisons qui font qu'une personne se trouve malheureusement harcelée. Voilà. C'est un concours international puisque nous avons des étudiants de l'université de Chambéry et des étudiants de l'université de Genève. Nous les avons rencontrés, nous les avons formés à la prise de parole en public le 12 septembre dernier à Sciez, entre Thonon et Genève. Je pense que cette année, ce sera comme les autres années, un concours de haute tenue et c'est amusant de voir que vous mettez souvent, depuis que nous nous rencontrons, l'accent sur ce concours de plaidoirie qui draine beaucoup de personnes. Dans ce contexte, beaucoup d'événements sont annulés. Vous avez maintenu ce festival. C'était d'autant plus important de le maintenir. Vous savez, nous sommes très, très soutenus par la ville de Gaillard. Et nous pensons qu'il faut lutter contre une forme d'anesthésie générale actuellement. Bon, nous nous conformons totalement aux consignes sanitaires. Monsieur le préfet a envoyé un dossier à remplir. Nous avons organisé nos espaces et nos lieux de telle manière qu'il y ait le moins possible de distanciation. L'association organise ce festival, mais on peut vous retrouver. Est-ce que vous avez d'autres temps forts prévus là, dans ces prochains mois ? Oui, vous savez, depuis 4 ans que nous existons, nous avons organisé maintenant des rencontres avec les collèges et les lycées, les collégiens et les lycéens bien sûr, et nous travaillons avec eux sur les représentations qu'ils peuvent avoir, les filles des garçons, les garçons des filles. Je viens d'évoquer une journée d'études que nous organisons avec monsieur le préfet. Nous avons organisé cette année une journée d'études sur le thème du harcèlement avec un ensemble d'acteurs publics, alors les fonctionnaires mais aussi les associatifs qui viennent et qui se rencontrent sur des thèmes comme ça. On organise aussi maintenant des séminaires de prise de parole en public où les gens viennent apprendre, ce sont des séminaires de formation, apprendre à défendre leurs convictions tout en respectant celles des autres. Et enfin, nous travaillons beaucoup avec les artistes puisque par le biais de financement participatif, nous les aidons dans leurs œuvres artistiques et surtout que celles-ci nous permettent de toucher la sensibilité de chacun d'entre nous. Merci beaucoup Jacques Debuire d'avoir été avec nous. Merci encore. On vous souhaite un bon week-end, un bon festival. Merci bien, au revoir. En bref, les élections sénatoriales auront lieu dimanche en France. Comme tous les 3 ans, le Sénat renouvelle la moitié de ses sièges. Il s'agit d'un scrutin indirect dont les grands électeurs sont composés à 96% de conseillers municipaux et de délégués désignés par ces derniers. En Savoie, Martine Berthet et Jean-Pierre Vial remettent leur siège en jeu. En Haute-Savoie, 3 sièges sont à pourvoir. Les 3 sénateurs sortants, Sylviane Noël, Cyril Pellevat et Loïc Hervé, se présentent à leur propre succession. Nous y reviendrons dès lundi.
À Annecy, Chambéry, Albertville, des dizaines de magistrats étaient dans la rue ce jeudi. Ils ont répondu à l'appel national des deux principaux syndicats. Ils protestaient contre les décisions et les propos du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Ils dénoncent l'ouverture d'une enquête disciplinaire à l'encontre de 3 magistrats du parquet national financier. Ils reprochent également au garde des Sceaux d'avoir discrédité par ses propos l'École nationale de la magistrature. À Chambéry, ils étaient une trentaine devant le palais de justice, comme vous le voyez sur ces images d'Aude Frappin. Les temps sont rudes pour le monde du spectacle. Le contexte de crise sanitaire complique évidemment le quotidien des artistes, mais aussi des salles de spectacle. Ce soir, j'accueille sur ce plateau la directrice du Théâtre des Collines à Annecy, qui regroupe les salles Renoir à Crangevrier et du Rabelais à Métais. Bonsoir Eva Duchamp-Konikova, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes la directrice du Théâtre des Collines. En cette rentrée toute particulière, comment allez-vous? Comment va l'établissement? Écoutez, on est un peu comme tout le monde partagé, c'est-à-dire qu'on est à la fois extrêmement ravis de pouvoir réouvrir nos portes, de pouvoir retrouver les publics, de pouvoir malgré tout reprendre l'activité. Mais c'est vrai que le contexte ambiant reste relativement lourd à porter, à la fois pour l'équipe, pour les artistes, et aussi, on le craint pour une certaine partie du public qui risque peut-être de ne pas retrouver le chemin du théâtre aussi facilement. Est-ce que vous avez dû, à cause de ce contexte, adapter votre programmation pour cette saison ? Alors la programmation, non, elle n'a pas été adaptée. On l'a construit déjà avec quelques temps d'avance et le dernier décret qui est en vigueur permet justement aux artistes de pouvoir jouer sans aucune contrainte. Ils n'ont pas besoin d'être masqués, ils n'ont pas besoin sur scène de respecter les distanciations. Ce n'est pas tout à fait la même chose dans les coulisses et dans le théâtre, mais en tout cas au moment de la représentation, cela n'a pas d'impact. Donc on n'a pas été amené à modifier les spectacles que nous avions sélectionnés et qu'on a envie de partager avec les publics. Quelle couleur vous avez voulu donner à cette programmation cette année? Alors pour cette 3e saison, on a à la fois souhaité rester dans une forme de fidélité. Donc on retrouvera une programmation de plus de 70 spectacles avec des spectacles de chansons, avec des arts du mouvement, du cirque, de la danse, des spectacles à destination de la famille. Et du jeune public, c'est aussi quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Mais à la fois, c'est aussi un projet qui bouge et qui évolue et on a proposé un certain nombre de nouveautés, de nouveaux temps forts. Quels sont justement les principaux temps forts qu'on va pouvoir retrouver ? Alors, on a souhaité mettre un accent tout particulier cette année sur un travail avec les artistes du territoire. On se rend compte, alors on l'a commencé avant le confinement, mais cela résonne plutôt bien avec l'actualité. On se rend compte qu'il est important aussi de travailler en proximité, de justement retrouver aussi ces notions de proximité. Et donc, on a lancé une démarche en direction des artistes du territoire d'Annecy. Et ensemble, avec eux, on va proposer un temps fort qui va s'appeler Court-Circuit, justement, au mois de janvier, où en 3 jours, le public annécien va pouvoir découvrir la diversité de toutes les propositions artistiques qui se font sur place, localement. Donc, c'est vraiment du circuit court. Alors, il y aura du théâtre, il y aura de la danse, il y aura de la poésie en musique. Voilà, une très grande diversité. Et un deuxième temps fort, au mois de mars, qui s'appellera Interstice, qui, là, pour le coup, nous propose de mettre un accent particulier sur du théâtre d'actualité, avec des thématiques aussi diverses que, par exemple, le burn-out, la fin de vie, des choses qui traversent notre société, qui sont parfois source de paradoxes et de questionnements. Et on a aussi envie, avec le spectacle, à côté du plaisir et de l'émotion, d'aller titiller dans les interstices, là où se cache le paradoxe. Est-ce que vous avez déjà une visibilité? Est-ce que le public, d'après vous, va être au rendez-vous? Alors, on a ouvert la billetterie il y a environ 3 semaines et les derniers chiffres d'hier sont plutôt très encourageants parce qu'à quelque chose comme 4 places près, on a vendu exactement le même nombre de billets que la saison précédente. Ceci étant, on reste prudent parce qu'en fonction du classement, de la couleur de notre département, on sera peut-être amené dans le courant de la saison de réintroduire le siège vide, ce qui n'est pas le cas actuellement dans les théâtres. Donc, on ne vend pour le moment que 70% de notre billetterie. Et les places restantes, on les vendra au fur et à mesure pour coller le plus à la situation. Vous êtes également en contact avec les artistes. Dans quel état d'esprit sont-ils, ceux que vous avez côtoyés? Alors, ils sont
affamés de la rencontre avec le public. Il y a vraiment cette très grande envie, après cette longue coupure, même si ils ont essayé de faire des choses pendant le confinement, les outils numériques ont permis malgré tout de garder le lien avec le public, mais le spectacle vivant, sa particularité, c'est qu'il est vivant, c'est-à-dire que chaque représentation est unique, chaque rencontre le soir avec les publics est unique et elle doit être vivante. On a besoin de cette proximité physique, de ce contact, d'entendre respirer une salle, d'entendre les rires. Ils ont vraiment très envie de reprendre. Est-ce qu'Annecy, d'après vous, est une ville amie de la culture, du théâtre ? Alors, Annecy est un territoire qui est très bien doté en équipements culturels. Il y a de nombreuses médiathèques, il y a plusieurs salles de spectacle, une salle de concert. Chaque année, il y a des centaines de représentations et de propositions. Donc, je dirais que oui. Après, la culture, c'est aussi une rencontre entre les publics et les propositions artistiques, les artistes. Et je pense qu'il faut qu'on soit, nous, responsables de salles, de médiathèques et d'autres équipements, qu'on soit attentifs aux évolutions, au bruit du monde et aussi aux envies du public qui évoluent pour continuer à créer ce lien qui nous rassemble. Merci beaucoup Eva Duchamp-Konikova d'être venue nous voir. Merci à vous. Belle saison à vous. Merci beaucoup. En début de semaine, l'association Les Amis de la Terre a donné rendez-vous aux journalistes sur les bords du lac d'Annecy. À Talloires-Montmain, ils ont réalisé une marche symbolique en installant de la rubalise et des pancartes pour matérialiser la servitude de marchepied qui, d'après eux, n'est pas respectée partout. Explication d'Aurore Briffaut. Ce n'est pas le mauvais temps qui les a découragés. Armés de pancartes et de rubalises, les membres de l'association Les Amis de la Terre ont voulu mettre en lumière une disposition qui peut encore être méconnue, la servitude de marchepied. Il doit y avoir sur les lacs domaniaux, parce qu'il faut que ce soit sur les lacs qui appartiennent à l'État. C'est pas un lac privé, le gars il fait ce qu'il veut. Et donc une zone qui, depuis les plus hautes eaux, qui fait 3,25 m et sur laquelle on doit pouvoir circuler. Ça ne veut pas dire que tout doit être, il peut y avoir, le gars il peut laisser sa terrasse, il peut laisser, comme on le verra tout à l'heure, il faut qu'on puisse passer. Après avoir repéré des endroits où le passage était compliqué, voire impossible, ils ont décidé de le matérialiser tout en informant les riverains avec des pancartes. Depuis ici, on va mettre l'affiche jusqu'au bord du lac, ça devrait être libéré. Voilà, notre action, elle est pour manifester ça et on va laisser les petits panneaux. La rubalise, je ne sais pas si on la laissera, mais en tout cas, on va vous montrer comment on marque le territoire. Leur action s'est poursuivie au sein d'une propriété privée. En fait, là, on est sur une propriété bord de lac, sans passage. Hein. Le passage, on le voit, mais il est empêché par le grillage. Donc, ils sont en train, normalement, avec une échelle, de passer d'un côté. Voilà, il y en a un qui arrive, on les voit arriver. Ils vont faire la même chose ici, à la sortie de la propriété. Passer par l'échelle, en fait, c'est matérialiser le passage théorique qui devrait exister si on respectait bien la servitude de marchepied. Si en théorie la disposition est facile à comprendre, en pratique, il est parfois difficile de savoir si une terrasse, des tables sont de réels obstacles au passage. Nous nous quittons ce soir avec les images des premières chutes de neige. Les stations de Savoie-Mont-Blanc se sont réveillées sous les flocons ce vendredi matin, comme vous allez le voir sur les nombreuses images envoyées par les offices de tourisme. Jusqu'à 30 cm de neige sont tombés par exemple à Val Thorens. En Savoie d'ailleurs, les grands cols sont fermés. Les cols de l'Iseran, du Galibier, le tunnel du Galibier, mais également les cols du Petit Saint-Bernard, du Mont-Cenis, de la Croix-de-Fer, de la Madeleine et du Glandon, ainsi que le Cormet de Roseland ne sont plus accessibles au vu des conditions qui inquiètent en Haute-Savoie. La préfecture appelle à la prudence. Ces conditions hivernales précoces rendent les terrains de moyenne montagne particulièrement glissants et critiques, notamment en dehors des sentiers balisés. Soyez donc prudents, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt sur 8 Mont Blanc.